Dans la petite église de Saint-Émilion, le silence était si dense qu'il semblait étouffer les sanglots. Julien, les yeux rougis, fixait le cercueil de bois verni où reposait Marc, son mari, son refuge, son tout. Les murmures venimeux de la foule, comme des lames, lacéraient son cœur, profiteur. Julien, 28 ans, d'origine algérienne, avait toujours su que son amour pour Marc, un libraire français de 42 ans, n'était pas accepté par tous. À Saint-Émilion, petite ville où les vignes s'étendaient à perte de vue, les regards pesaient lourd. Marc, avec son sourire doux et ses lunettes rondes, avait été le pilier de cette communauté. Un homme généreux, propriétaire de la librairie Les Pages d'Or, où il organisait des lectures poétiques et des ateliers pour les enfants. Julien, quant à lui, était l'étranger, le jeune serveur du café du coin, celui qu'on accusait d'avoir séduit Marc pour son argent. Ce jour-là, sous la pluie battante, Julien serrait un recueil de poèmes de Baudelaire contre sa poitrine, un cadeau de Marc. Les mots du poète, autrefois un baume, semblaient maintenant se moquer de sa douleur. La foule, composée de voisins, d'amis de Marc et de membres de sa famille éloignée, ne cachait pas son mépris. Il n'a même pas pleuré assez fort, chuchota une femme en manteau gris. Il veut juste l'héritage, ajouta un homme à voix basse. Julien entendait tout, mais il gardait la tête baissée, ses doigts crispés sur le livre. Il se souvenait de leur première rencontre, 3 ans plus tôt, dans la librairie de Marc. Julien, alors étudiant en littérature à Bordeaux, était entré par hasard, cherchant un abri contre une averse. Marc, derrière son comptoir, avait levé les yeux de son roman et lui avait souri. « Vous aimez Apollinaire ?» avait-il demandé, remarquant le recueil que Julien feuilletait. Ce simple échange avait marqué le début d'une histoire d'amour passionné, faite de nuits à discuter de poésie, de rires partagés dans les ruelles pavées et de promesses murmurées sous les étoiles. Mais cet amour, si pur pour eux, était une offense pour d'autres. La sœur aînée de Marc, Claire, une femme austère de 50 ans, n'avait jamais accepté Julien. « Tu es trop jeune pour lui », avait-elle dit un jour, les lèvres pincées. « Tu ne comprends pas ce qu'il a construit ici. » Claire, qui vivait à Paris et ne rendait visite à Marc que rarement, voyait en Julien une menace pour l'héritage familial. La librairie, la maison de pierre au bord de la Dordogne et les économies patiemment accumulées par Marc. Les funérailles se déroulèrent dans une tension palpable. Julien, debout près du cercueil, sentit les regards comme des aiguilles. Il voulait hurler, leur dire que Marc était son monde, que chaque mot d'amour qu'ils avaient partagé était gravé dans son âme. Mais il resta silencieux, fidèle à la promesse qu'il avait faite à Marc, « Ne te bats pas contre le renne. Laisse notre amour parler pour nous. » Après la cérémonie, la foule se dirigea vers la maison de Marc pour la lecture du testament. Julien suivit, le cœur lourd, ignorant les chuchotements qui le poursuivaient. Claire, en tête du cortège, marchait avec une assurance froide, comme si elle était déjà certaine de tout contrôler. Julien, lui, ne voulait qu'une chose, garder un souvenir de Marc, peut-être ce recueil de Baudelaire ou la vieille machine à écrire que Marc utilisait pour rédiger ses poèmes. L'argent, il s'en moquait. Dans le salon de la maison, où les étagères débordaient de livres, le notaire, un homme âgé aux lunettes épaisses, ouvrit l'enveloppe scellée. Les murmures cessèrent. Julien, assis dans un coin, sentait son pouce accélérer. Il n'avait jamais vu le testament. Marc, superstitieux, avait toujours refusé d'en parler, disant que la mort attendra. Le notaire commença à lire, sa voix grave résonnant dans la pièce. « Moi, Marc Lefebvre, saint d'esprit, lègue la librairie Les Pages d'Or, ainsi que ma maison à Julien Amari, mon époux, pour qu'il continue mon rêve de faire vivre les mots. » Un silence choqué envahit la pièce. Claire pâlit, ses mains tremblantes serrant son sac. Les murmures reprirent, plus forts, plus venimeux. « C'est une blague !» s'écria un cousin éloigné. « Il a manipulé Marc. » Julien, lui, restait figé, les larmes coulant enfin sur ses joues. Il n'avait jamais voulu cela. Il voulait Marc, pas ses biens. Mais le notaire n'avait pas fini. « À ma sœur Claire, je lègue la somme de 50 000 €, à condition qu'elle accepte Julien comme membre de notre famille. » Un murmure collectif s'éleva. Claire, humiliée, quitta la pièce sans un mot. Julien, bouleversé,
comprit alors que Marc avait tout prévu. Ce testament n'était pas seulement un legs matériel. C'était un message, une dernière déclaration d'amour, un défi lancé à ceux qui avaient jugé leur lien. Pourtant, la bataille ne faisait que commencer. Claire, furieuse, jura de contester le testament, convaincue que Julien avait influencé Marc. Les rumeurs dans la ville s'intensifièrent, transformant Julien en paria. Mais il y avait autre chose, un secret que Marc avait emporté dans sa tombe, un secret que Julien découvrirait bientôt et qui changerait tout. Les jours qui suivirent les funérailles furent un tourbillon de douleur et de solitude pour Julien. La petite maison de pierre, autrefois un havre de chaleur où il partageait des soirées avec Marc à écouter du jazz et à lire à voix haute, semblait maintenant vide, hantée par les souvenirs. Chaque coin de la maison, la table où ils prenaient leur café, le canapé où Marc s'endormait contre son épaule, était une blessure ouverte. Julien, incapable de supporter le silence, passait ses journées à la librairie. Les Pages d'Or étaient un lieu magique, avec ses étagères en bois patiné et son odeur de papier ancien. Marc y avait mis tout son cœur, et Julien, en caressant les reliures des livres, sentait encore sa présence. Mais même là, les regards des clients étaient froids. Certains, des habitués, évitaient de croiser ses yeux. D'autres, plus audacieux, chuchotaient des remarques acerbes. Il n'a pas perdu de temps pour s'installer, hein. Claire, de son côté, ne perdait pas de temps non plus. Revenue à Paris, elle avait engagé un avocat, Maître Dupont, un homme réputé pour sa ténacité dans les affaires d'héritage. Elle était convaincue que Julien avait manipulé Marc dans ces derniers mois, profitant de sa maladie, un cancer fulgurant qu'il avait emporté en seulement 6 mois. Marc n'était pas lui-même, répétait-elle à qui voulait l'entendre. Il était vulnérable, et ce garçon l'a ensorcelé. Julien, lui, n'avait pas la force de se défendre. Il passait ses nuits à relire les lettres que Marc lui avait écrites, des mots tendres griffonnés sur des bouts de papier, cachés dans des livres. Une phrase revenait souvent, « Tu es ma liberté, Julien. Ne les laisse pas te voler ça. » Ces mots le hantaient, mais il se sentait impuissant face à la vague de mépris qui déferlait sur lui. Un soir, alors qu'il triait des vieux carnets dans l'arrière-boutique, Julien tomba sur une enveloppe cachetée, adressée à lui, de l'écriture tremblante de Marc. Son cœur s'arrêta. Il ouvrit l'enveloppe avec précaution, comme s'il craignait de briser quelque chose de sacré. À l'intérieur, une lettre et une clé en cuivre, petite mais lourde. Mon cher Julien, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là. Je sais que le monde sera dur avec toi, mais promets-moi de tenir bon. La clé ouvre une boîte dans mon bureau, sous la planche du bas. Ce qu'elle contient t'appartient, et à toi seul. Ne le partage pas, sauf si tu sens que c'est juste. Je t'aime, pour toujours. Marc. Julien, les larmes aux yeux, courut au bureau. Sous une planche mal fixée, il trouva une boîte en métal rouillé. À l'intérieur, des lettres, des photos, et un carnet noir qu'il n'avait jamais vu. Les photos montraient Marc, plus jeune, riant avec un homme qu'il ne connaissait pas. Un homme aux cheveux noirs et aux yeux perçants, qui ressemblait vaguement à Julien. Les lettres, écrites par cet inconnu, étaient passionnées, déchirantes, datant d'il y a plus de 20 ans. Le carnet, lui, était un journal. Marc y racontait une histoire d'amour brisé, celle de sa jeunesse avec un certain Émile, un étudiant en art qui avait fui Saint-Émilion sous la pression de sa famille. « Émile était mon premier amour », écrivait Marc, « mais ils l'ont chassé comme ils essaieront de te chasser, Julien. Je ne les laisserai pas gagner cette fois. » Julien comprit alors que Marc avait vu en lui une chance de réparer le passé, de vivre l'amour qu'on lui avait autrefois interdit. Mais ce carnet contenait autre chose. Des notes sur un projet secret, une fondation que Marc voulait créer pour aider les jeunes LGBT rejetés par leur famille. Et il voulait que Julien en soit le gardien. Cette découverte donna à Julien une lueur d'espoir, mais aussi une nouvelle peur. Si Claire ou les autres apprenaient l'existence de ce projet, ils feraient tout pour le détruire. Déjà, Maître Dupont envoyait des lettres menaçantes, exigeant des preuves que Julien n'avait pas influencé Marc. La ville entière semblait se liguer contre lui, et Julien, pour la première fois, se demanda s'il avait la force de continuer. Mais une rencontre inattendue allait tout changer. Un matin, une jeune femme entra dans la librairie. Elle se présenta comme Camille, 25 ans,
une ancienne élève de Marc. Il m'a sauvé, dit-elle, les yeux brillants. Quand ma famille m'a rejeté parce que je suis lesbienne, Marc m'a donné un travail ici, un endroit où être moi-même. Il parlait souvent de toi, Julien. Il disait que tu étais son héros. Ces mots, simples mais puissants, rallumèrent une flamme en Julien. Il n'était pas seul. Marc avait laissé derrière lui un réseau de cœurs brisés, mais aussi d'espoir. Camille proposa de l'aider à rouvrir la librairie pour des événements communautaires, une idée que Marc avait toujours caressée. Ensemble, ils commencèrent à planifier, ignorant les menaces de Claire qui se rapprochaient. La librairie, les pages d'or, devint un refuge pour Julien et Camille. Ils passaient des heures à réorganiser les rayons, à planifier des soirées littéraires pour la communauté locale et à rêver d'un espace où chacun pourrait être accepté. Julien, inspiré par le carnet de Marc, commença à esquisser les bases de la fondation dont son mari avait rêvé. Il l'appellerait l'héritage des mots, un lieu pour soutenir les jeunes LGBT en difficulté, avec des bourses d'études, des ateliers d'écriture et un soutien psychologique. Mais chaque pas en avant était entravé par la colère de Claire. Une semaine après la découverte du carnet, Julien reçut une assignation en justice. Claire contestait officiellement le testament, arguant que Marc n'était pas dans un état mental stable lorsqu'il l'avait rédigé. Elle avait convaincu plusieurs membres de la famille éloignée de témoigner contre Julien, affirmant qu'il avait isolé Marc dans ces derniers mois. Julien, dévasté, se confia à Camille. « Je ne veux pas de l'argent ou de la maison, » murmura-t-il un soir, alors qu'il fermait la librairie. « Je veux juste honorer Marc. Mais ils ne me laisseront pas faire. » Camille, avec sa fougue de jeune activiste, répondit « Alors, bats-toi. Pas pour toi, mais pour lui. Pour tous ceux qu'il voulait aider. » Encouragé, Julien décida de rencontrer Maître Dupont. L'avocat, un homme aux manières polies mais glaciales, lui proposa un marché, abandonner la librairie et la maison en échange d'une somme d'argent. « Vous éviteriez un scandale, » dit-il, un sourire narquois aux lèvres. Julien refusa net. Marc voulait que je continue son rêve. Je ne le trahirai pas. De retour à Saint-Émilion, Julien trouva du soutien inattendu. Une vieille amie de Marc, Sophie, une professeure de littérature à la retraite, lui offrit son aide. Sophie, 65 ans, avait été l'une des premières à accueillir Julien dans la communauté. « Marc t'aimait plus que tout, » lui dit-elle. « Il m'a parlé de ce projet de fondation. Je peux t'aider à le rendre réel. » Sophie, avec ses relations dans la ville, commença à rallier des soutiens. Elle organisa une réunion dans la librairie, invitant des habitants qui avaient connu Marc. Certains, touchés par les souvenirs de sa générosité, promirent de témoigner en faveur de Julien si l'affaire allait au tribunal. Mais d'autres restaient sceptiques, influencés par les rumeurs propagées par Claire. Un soir, alors que Julien rangeait le bureau de Marc, il trouva une autre lettre, cachée dans un vieux roman de Proust. Elle était datée de quelques semaines avant la mort de Marc. « Julien, si tu lis ceci, c'est que tu doutes. Ne doute pas de toi. Tu es plus fort que tu ne le crois. Cherche Émile. Il saura t'aider. » Émile. Le nom revenait encore. Julien, intrigué, décida de le retrouver. Grâce à Sophie, il découvrit qu'Émile vivait désormais à Bordeaux, où il enseignait l'art. Julien prit rendez-vous avec lui, espérant comprendre pourquoi Marc insistait sur cet homme. La rencontre avec Émile fut bouleversante. Âgé de 45 ans, les cheveux grisonnants mais toujours aussi charismatiques, Émile raconta à Julien leur histoire d'amour brisé. « Marc et moi étions jeunes, fous amoureux, mais ma famille m'a forcé à partir. Il disait que notre amour était une honte. Marc ne s'en est jamais vraiment remis. » Émile révéla que Marc lui avait écrit récemment, lui parlant de Julien et de son projet de fondation. « Il disait que tu étais sa rédemption, Julien. Il voulait que tu réussisses là où nous avions échoué. » Émile promit de témoigner en faveur de Julien au tribunal, apportant des lettres que Marc lui avait envoyées, prouvant que Marc était lucide et déterminé à léguer son héritage à Julien. Ce soutien redonna espoir à Julien, mais il savait que le combat serait rude. Claire, avec ses ressources et son influence, ne reculerait devant rien pour reprendre ce qu'elle considérait comme son dû. Le procès approchait, et la tension à Saint-Émilion était à son comble. Julien,
soutenu par Camille, Sophie et Émile, passait ses journées à préparer sa défense. Il engagea une avocate, Maître Laurent, une femme énergique connue pour défendre les causes marginalisées. Elle croyait en Julien et en la vision de Marc. « Ce testament est clair, dit-elle. Marc savait exactement ce qu'il faisait. Nous allons le prouver. » Mais Claire ne jouait pas franc jeu. Elle avait engagé des détectives privés pour fouiller dans le passé de Julien, espérant trouver des éléments compromettants. Ils découvrirent qu'il avait abandonné ses études à Bordeaux pour travailler comme serveur, un choix que Claire présenta comme une preuve de son instabilité. Elle répandit aussi des rumeurs selon lesquelles Julien avait accumulé des dettes, suggérant qu'il avait épousé Marc pour des raisons financières. Julien, blessé par ces accusations, se confia à Émile. « Je n'ai jamais voulu son argent. Pourquoi ne peuvent-ils pas comprendre ?» Émile, avec une sagesse teintée de tristesse, répondit « Parce que l'amour comme le nôtre dérange. Il les oblige à regarder leurs propres préjugés en face. » Pour se changer les idées, Julien organisa une première soirée à la librairie, un événement en hommage à Marc. Camille avait placardé des affiches dans toute la ville, invitant les habitants à venir lire des poèmes et partager des souvenirs. À la surprise de Julien, la salle était pleine. Des jeunes, des personnes âgées, des membres de la communauté LGBT locale. Tous étaient là, touchés par l'héritage de Marc. Une adolescente, Léa, 17 ans, monta sur scène et lut un poème qu'elle avait écrit sur son coming out, inspiré par les encouragements de Marc. Les larmes coulèrent dans l'assemblée. Cette soirée redonna du courage à Julien. Il comprit que la librairie, plus qu'un bâtiment, était un symbole. Marc avait voulu en faire un refuge, et Julien était déterminé à le préserver. Mais le lendemain, un nouvel obstacle surgit. Un article dans le journal local, signé d'un pseudonyme, accusait Julien d'avoir falsifié des documents pour influencer le testament. L'article citait des « sources anonymes » proches de Claire. Furieux, Julien confronta Claire lors d'une médiation organisée par leurs avocats. « Pourquoi fais-tu ça ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Claire, impassible, répondit « Parce que Marc méritait mieux que toi. » Ces mots, comme un poignard, faillirent briser Julien. Mais il se rappela les paroles de Marc, « Ne les laisse pas te voler ta liberté. » Maître Laurent découvrit que l'article était basé sur des informations fabriquées. Avec l'aide d'un journaliste local, elle remonta jusqu'à un employé de Maître Dupont qui avait été payé pour répandre ces mensonges. Cette révélation discrédita partiellement Claire, mais elle refusait toujours de céder. Entre-temps, Julien trouva une autre lettre de Marc, cachée dans un recueil de Rimbaud. Elle contenait des instructions précises pour la fondation, des contacts d'associations à Bordeaux, des idées pour des partenariats et une liste de donateurs potentiels. Marc avait tout prévu, comme s'il savait que Julien aurait besoin d'un guide. À mesure que le procès approchait, Julien sentit une force nouvelle en lui. Il n'était plus seulement le jeune homme brisé par le deuil, il était le porteur du rêve de Marc. Avec Camille, Sophie, Émile et les habitants qui croyaient en lui, il se prépara à affronter Claire au tribunal, déterminé à prouver que leur amour était plus fort que la haine. Le jour du procès arriva, et la salle d'audience à Bordeaux était pleine à craquer. Les habitants de Saint-Émilion, curieux ou partisans, s'étaient déplacés en masse. Julien, vêtu d'un costume simple, serrait le recueil de Baudelaire contre lui, comme un talisman. Camille, Sophie et Émile étaient à ses côtés, leurs visages marqués par la détermination. Claire, accompagnée de Maître Dupont, affichait une assurance froide. Elle avait rassemblé des témoignages de cousins éloignés et d'anciens amis de Marc, tous affirmant que Julien avait changé Marc dans ces derniers mois. Il l'a isolé, déclara un témoin, un ancien collègue de Marc. Marc n'était plus le même. Maître Laurent, cependant, était prête. Elle présenta les lettres de Marc à Émile, prouvant que Marc était lucide et passionné par son projet de fondation jusqu'à la fin. Elle appela Émile à la barre, qui raconta leur histoire d'amour brisé et l'espoir que Marc avait placé en Julien. « Marc m'a dit que Julien était sa seconde chance, » dit Émile, la voix brisée. Il voulait que Julien continue son œuvre. Julien, appelé à témoigner, parla avec une sincérité désarmante. Il raconta leur rencontre, leur nuit à lire ensemble, les rêves qu'ils partageaient. « Marc m'a appris à croire en moi, »
dit-il, les larmes aux yeux. Je ne veux pas sa maison ou son argent. Je veux juste que son rêve vive. Le témoignage de Léa, la jeune fille de la soirée poétique, fut un tournant. Elle raconta comment Marc l'avait soutenue après son coming out, lui offrant un refuge à la librairie. « Julien veut continuer ce que Marc a commencé », dit-elle. « Il ne mérite pas qu'on l'appelle profiteur. » Le juge, une femme d'une 50aine d'années, écoutait attentivement. Lorsque Claire prit la parole, elle tenta de peindre Julien comme un opportuniste, mais ses arguments sonnaient creux face aux preuves de l'amour de Marc pour Julien. Maître Laurent présenta le carnet de Marc, avec ses notes sur la fondation, comme une preuve de ses intentions claires. Après 3 jours de débat, le juge rendit son verdict. Le testament était valide. La librairie, la maison et les responsabilités qui allaient avec restaient à Julien. Claire, furieuse, quitta la salle sans un mot. Mais la victoire était douce amère. Julien savait que la ville resterait divisée. Certains habitants, touchés par les témoignages, commencèrent à le voir différemment, mais d'autres continuaient de murmurer. Il décida alors de consacrer toute son énergie à la fondation. Avec Camille et Sophie, il lança officiellement l'héritage des mots, organisant des ateliers pour les jeunes LGBT et des lectures ouvertes à tous. Émile, de son côté, s'installa temporairement à Saint-Émilion pour aider. Ensemble, ils transformèrent la librairie en un centre communautaire vibrant, où les gens pouvaient se réunir, partager et guérir. Julien trouva un sens à sa douleur, un moyen de faire vivre l'amour de Marc. Mais une dernière surprise l'attendait. Dans une boîte oubliée dans la cave de la maison, Julien trouva un manuscrit inachevé de Marc, un roman sur 2 hommes amoureux dans la France rurale des années 80. Les pages, remplies de l'écriture soignée de Marc, étaient un hommage à leur amour et à celui qu'il avait partagé avec Émile. Le manuscrit de Marc devint une obsession pour Julien. Chaque soir, après avoir fermé la librairie, il s'asseyait à la table de la cuisine, sous la lumière tamisée d'une vieille lampe, et lisait les pages jaunies. L'histoire, bien que fictive, était profondément personnelle. Les 2 personnages principaux, Paul et Antoine, étaient des échos de Marc et Émile, 2 âmes prises dans un monde qui refusait de les comprendre. Mais Julien y voyait aussi des traces de leur propre histoire, comme si Marc avait tissé leurs 3 vies dans ce récit inachevé. Julien décida de terminer le manuscrit. Il n'était pas écrivain, mais il sentait que c'était ce que Marc aurait voulu. Avec l'aide d'Émile, qui connaissait le style de Marc mieux que quiconque, il passa des semaines à retravailler les derniers chapitres. Ce processus, douloureux mais cathartique, permit à Julien de se reconnecter avec Marc, comme s'il était encore là, guidant sa plume. Pendant ce temps, l'héritage des mots prenait de l'ampleur. La librairie accueillait désormais des groupes de soutien, des ateliers d'écriture pour adolescents et même des conférences avec des auteurs LGBT. Camille, avec son énergie débordante, organisait des campagnes de financement participatif pour soutenir la fondation. Sophie, de son côté, utilisait ses contacts pour obtenir des subventions locales. Mais les tensions avec Claire ne s'étaient pas apaisées. Bien que le procès soit terminé, elle continuait de répandre des rumeurs, accusant Julien de détourner les fonds de la librairie pour son propre compte. Certains habitants, encore influencés par son discours, boycottèrent les événements. Julien, blessé mais déterminé, refusa de se laisser abattre. Un jour, un inconnu se présenta à la librairie. Il s'appelait Thomas, 30 ans, un ancien ami de Marc qui vivait désormais à Lyon. Thomas révéla qu'il avait été en contact avec Marc peu avant sa mort. « Il m'a parlé de toi », dit-il à Julien. « Il disait que tu étais la personne la plus courageuse qu'il ait connue. Il m'a aussi donné quelque chose pour toi. » Thomas tendit à Julien une enveloppe contenant une vieille photo et une lettre. La photo montrait Marc, Émile et Thomas riant ensemble dans un parc à Bordeaux, il y a 20 ans. La lettre était brève. « Julien, si Thomas te trouve, fais-lui confiance. Il sait des choses que je n'ai jamais osé te dire. » Intrigué, Julien invita Thomas à rester. Ce dernier raconta que Marc avait été impliqué dans des cercles militants LGBT dans les années 90, une période où il risquait tout pour défendre les droits des minorités. « Marc n'a jamais oublié cette époque », expliqua Thomas. Il voulait que la fondation soit une continuation de ce combat.
Thomas apporta une nouvelle énergie à l'équipe. Avec son expérience en communication, il aida à promouvoir la fondation à l'échelle nationale. Bientôt, des médias parisiens s'intéressèrent à l'histoire de Julien et de l'héritage des mots. Un article dans Libération, intitulé « L'amour plus fort que la haine », raconta comment Julien avait transformé sa douleur en un projet d'espoir. Cet élan attira l'attention, mais aussi de nouvelles menaces. Un soir, la vitrine de la librairie fut vandalisée, avec le mot « profiteur » peint en rouge. Julien, dévasté, passa la nuit à nettoyer, aidé par Camille et Thomas. « Ils veulent nous faire taire », dit Camille, les poings serrés. « Mais ils ne gagneront pas. » Julien, inspiré par leur soutien, décida de publier le manuscrit de Marc. Il contacta une petite maison d'édition à Bordeaux, qui accepta de travailler avec lui. Le livre, intitulé « Les ombres du temps », serait un hommage à Marc et à tous ceux qui avaient aimé en silence. La publication de « Les ombres du temps » fut un événement marquant à Saint-Émilion. La librairie organisa une soirée de lancement, et pour la première fois depuis les funérailles, Julien sentit une vague d'acceptation dans la communauté. Des habitants qu'il avait autrefois jugés vinrent lui serrer la main, touchés par les mots de Marc. Le roman, bien que fictionnel, résonnait comme une vérité universelle sur l'amour et la résilience. Julien dédia le livre à Marc, avec une note en première page, « À mon amour, qui m'a appris à être libre ». Émile, présent à la soirée, lut un passage à voix haute, sa voix tremblante d'émotion. Les larmes coulèrent dans l'assemblée, et même Claire, qui s'était présentée à contre-cœur, sembla ébranlée. Après la soirée, Claire s'approcha de Julien. Pour la première fois, elle ne parlait pas avec colère. « J'ai lu le livre », dit-elle, la voix basse. « Je ne comprenais pas Marc. Pas vraiment. Peut-être que je me suis trompée sur toi. » Ce n'était pas une excuse, mais c'était un pas. Julien, épuisé par des mois de conflit, hocha simplement la tête. La fondation continua de grandir. Avec l'argent des ventes du livre, Julien finança une bourse pour les jeunes artistes LGBT, en l'honneur de Marc et Émile. Léa, la jeune poétesse, fut la première bénéficiaire, et son sourire lorsqu'elle reçut la nouvelle fut un baume pour Julien. Mais le chemin n'était pas sans obstacles. Le vandalisme de la librairie se répéta, et Julien reçut des lettres anonymes menaçantes. Avec Thomas, il installa des caméras de sécurité et alerta la police locale. Les enquêtes révélèrent que les actes étaient l'œuvre d'un petit groupe d'habitants, influencés par les rumeurs de Claire. Bien que celle-ci ait amorcé une réconciliation, son silence initial avait causé des dégâts durables. Julien, Camille, Émile et Thomas formèrent une équipe soudée. Ils organisèrent des festivals culturels, attirant des visiteurs de toute la région. La librairie devint un symbole d'espoir, non seulement pour Saint-Émilion, mais pour toute la Gironde. Julien, autrefois vu comme un étranger, était maintenant un pilier de la communauté. Un soir, alors qu'il rangeait les dernières copies du roman, Julien trouva une dernière lettre de Marc, glissée dans une édition rare de Verlaine. « Julien, tu es mon héritage. Vis, aime et ne t'arrête jamais. » Ces mots, simples mais puissants, donnèrent à Julien la force de continuer, même face aux défis. Un an après les funérailles, Saint-Émilion avait changé. La librairie Les Pages d'Or était désormais un centre culturel reconnu, où des jeunes de toute la France venaient chercher inspiration et soutien. L'héritage des mots avait obtenu une subvention nationale, et Julien, avec l'aide de ses amis, préparait l'ouverture d'une seconde librairie à Bordeaux, dédiée aux auteurs marginalisés. Julien, désormais âgé de 29 ans, avait trouvé un équilibre. La douleur de la perte de Marc ne disparaîtrait jamais, mais elle s'était transformée en une force motrice. Il avait repris ses études de littérature, déterminé à honorer Marc non seulement à travers la fondation, mais aussi par ses propres rêves. Claire, après des mois de silence, envoya une lettre à Julien. Elle s'excusait, maladroitement, pour son comportement. « J'ai perdu mon frère 2 fois », écrivait-elle. « Une fois à cause de la maladie, et une fois à cause de ma propre colère. Je veux faire partie de ton projet, si tu me le permets. » Julien, après réflexion, accepta de la rencontrer. Leur conversation,
bien que tendu, posa les bases d'une paix fragile. Le point culminant arriva lors d'un festival organisé par la Fondation. Des centaines de personnes se réunirent dans les rues de Saint-Émilion, célébrant l'amour sous toutes ses formes. Léa lut un nouveau poème, dédié à Marc et Julien. Émile, Camille, Sophie et Thomas étaient là, souriant au milieu de la foule. Julien monta sur scène pour clore l'événement. Il parla de Marc, de leur amour, et de l'importance de construire un monde où chacun pourrait être libre. Marc m'a appris que l'amour n'est pas seulement un sentiment, dit-il, la voix claire. C'est un combat, un héritage, une promesse. Alors que la foule applaudissait, Julien sentit une chaleur dans son cœur. Il leva les yeux vers le ciel étoilé, imaginant Marc là-haut, souriant. Les murmures de « profiteurs » s'étaient tus, remplacés par des voix d'espoir et de solidarité. Le testament de Marc, lu à voix haute un an plus tôt, avait été bien plus qu'un document légal. C'était une déclaration d'amour, un défi à la haine et une invitation à construire un avenir meilleur. Julien, en tenant le recueil de Baudelaire contre lui, savait qu'il avait tenu sa promesse. Et quelque part, dans les pages d'un livre ou dans le vent qui soufflait sur les vignes, Marc était toujours là, veillant sur lui.